J'avais également été très, très frappé par la fameuse exposition de Philippe Alain Michaud au Centre Pompidou, Le mouvement des images, qui, comme vous le savez, est une exposition qui mêlait, en prenant 4 termes qui étaient empruntés au cinéma, oh ben je m'excuse, j'ai perdu un papier en plus, qui étaient défilement, montage, projection, enfin bon, 4 termes qui étaient empruntés au cinéma. Et il avait donc mêlé à l'intérieur de l'espace du Centre Pompidou, d'un côté des œuvres purement d'art, moderne et contemporain, dans une série de pièces adjacentes, à une grande galerie dans laquelle étaient projetés des films qui étaient uniquement des films expérimentaux de différents moments du développement du cinéma expérimental, depuis les années 20 jusqu'aux années 80, 90, 2000. Et du même coup, si vous voulez, le cinéma, le mouvement des images devenait une sorte de terme général dans lequel le cinéma se trouvait disparaître à l'intérieur de... je suis désolé, j'ai perdu une feuille en prime. Je voulais vous le lire un peu plus précisément. Bon, enfin, en gros, la thèse de Philippe Alain Michaud étant que le cinéma ne doit pas se confondre avec la projection lumière telle qu'elle a été instituée au début du siècle, mais qu'il entre à l'intérieur d'une catégorie beaucoup plus large de mouvements des images généralisés, dans lequel il devient déspécifié en étant par ailleurs respécifié uniquement à travers les œuvres du cinéma expérimental telles qu'elles étaient exposées dans la Grande Galerie. Et dans ce tour de passe-passe, si vous voulez, ce qui disparaît, c'est le cinéma tel qu'on l'entend en général, qui est cet art qui, au XXe siècle, s'est chargé d'assurer la représentation du monde, la fiction, tout ce que nous connaissons sous le terme de cinéma. Bon. Le texte de Philippe Alain Michaud, qui était un texte assez remarquable, qui introduit le volume, le catalogue de l'exposition, au fond, visait à faire disparaître l'autonomie du cinéma à l'intérieur d'une catégorie d'images en mouvement dont il était frappant que la chose qu'elle supprimait, c'était la catégorie du temps. Et que le temps de projection des images était quelque chose qui devenait dilué à l'intérieur d'un mouvement généralisé des images, lequel pouvait aussi bien se présenter sous la forme de toutes les possibilités de mouvements ou réels ou psychiques produits par des images, et c'est ainsi qu'il en arrivait dans son texte à trouver aussi bien du cinéma dans le mouvement des tapis que dans le défilement des rouleaux de dentelle dans les cahiers de Malte de Rilke. Vous voyez, le cinéma devient une sorte de mobilité générale de la représentation au détriment de son dispositif singulier. Et il m'a paru, disons, essentiel de reconstruire une opposition théoriquement peut-être excessivement systématique, mais à laquelle je tiens beaucoup, entre le cinéma comme dispositif propre et les différents dispositifs d'images en mouvement déployés dans les galeries, dans les musées, quelles que soient les similarités qu'elles puissent montrer avec le cinéma proprement dit.
c'était, si vous voulez, essayer de réaffirmer en termes de dispositif, cette fois, ce que j'avais travaillé antérieurement en termes de passage des images, où j'étais plus intéressé par les conjonctions formelles à l'intérieur du corps des images même, entre le cinéma et les œuvres et les installations spécifiquement, puisque c'est spécifiquement d'installations que je me préoccupe à ce niveau-là, c'était ou d'images en mouvement projetées, et de réintroduire donc la notion d'une différence fondamentale des dispositifs. Je suis donc reparti d'une définition assez stricte du cinéma en tant que tel, que j'avais qualifié comme ça dans un texte que j'ai publié auparavant dans Trafic, qui s'appelait « Le spectateur de cinéma, une mémoire unique », en disant que la projection vécue d'un film en salle, dans le noir, le temps inaliénablement prescrit d'une séance plus ou moins collective, reste la condition d'une expérience unique de mémoire que toute situation autre de vision altère plus ou moins. Quand je parle de toute autre situation unique de vision, il est évident que ça met en jeu, disons, la pluralité des modes de consommation à travers lesquels aujourd'hui on peut lire des images, que ce soit sur son ordinateur, sur son iPad, sur son téléphone mobile, etc., etc. Et que toutes ces façons aujourd'hui dont on a un accès aux images par tous les moyens ont très très largement tendu à cette déspécification du cinéma et à cette possibilité théorisée trop souvent de confusion entre les images en mouvement en général et le dispositif du cinéma en tant que tel. Ce en quoi je crois fondamentalement, c'est tout simplement qu'il s'agit, ce n'est pas la même expérience. Que l'expérience de vision du film en tant que telle dans la situation du dispositif de salle est une chose, qu'on peut retrouver plus ou moins avec les différentes modalités de lecture des films par tous les moyens que nous connaissons, allant du magnétoscope au téléphone mobile, etc., etc., et qu'on est d'une certaine façon à ce niveau-là dans une sorte à la fois de perte d'information, de perte d'attention, de perte de concentration qui tient uniquement et qui n'est rendu possible qu'à travers le dispositif de la salle, puisque seule la salle de cinéma nous offre la possibilité d'une projection en continu, d'une attention soutenue pendant 1h30, 2 heures ou plus, avec en même temps la possibilité de mémoriser et d'oublier les images que nous voyons et de tirer de cette expérience quelque chose d'absolument unique qu'aucune situation autre de projection ne peut offrir aussi pleinement, si vous voulez. À ce niveau-là, il s'agit de questions de degré et non plus de questions d'essence. En revanche, sitôt qu'on passe aux images en mouvement projetées dans l'espace des galeries et des musées, bien sûr, j'accepte le moment où le musée devient lui-même un cinéma, que ce soit les cinémathèques ou la salle du musée aussi, au musée d'Orsay, qui sont des salles de cinéma tout simplement à l'intérieur des musées. J'entends par images en mouvement dans les musées le moment où, dans des installations, qu'elles relèvent du cube noir de la projection ou d'images montrées dans les 1001 situations variées que nous connaissons tous, je pense qu'on ne peut plus appeler cela du cinéma, mais qu'il faut appeler cela du nom qu'on veut, j'en ai pas à ma disposition, mais des images en mouvement et non plus, ou même des films. Le problème n'est pas le film ou pas film. Un film projeté dans un espace de musée, ça reste un film ou dans une installation. Mais ça n'est pas du cinéma, de mon point de vue. Et c'est comme ça que donc j'ai essayé dans la première partie de la querelle des dispositifs de délier, si vous voulez, tous les termes de cette opposition entre le cinéma et les images en mouvement, en prenant
les différentes positions qui avaient pu prêter à cette confusion, que ce soit donc celle de Jean-Christophe Rioux, celle de Philippe Alain Michaud, ou celle de Philippe Dubois quand il uniformise la totalité des images en mouvement sous le titre « Ça, c'est du cinéma », sans vouloir plus faire de différence entre le cinéma et la totalité des images en mouvement, en pensant qu'il y a quelque chose qui reste absolument spécifique au cinéma et que toutes les images en mouvement projetées dans les galeries ou dans les musées, évidemment, ne peuvent pas ne pas avoir de multiples rapports avec le cinéma, ceux-là même que je n'avais cessé depuis 20 à 30 ans dans les 2 volumes antérieurs et dans celui-là même de constamment évaluer au terme des passages, mais qu'on se trouve devant 2 activités, disons, essentiellement différentes. L'une qui ressort, si on veut entrer dans des grandes catégories, plutôt du côté du temps, et l'autre qui ressort plutôt du côté de l'espace. Dans la mesure où ce à quoi on est confronté dans la situation de la salle de cinéma, quels que soient les espaces dont les films nous parlent, c'est à la question du temps. C'est une projection qui a lieu dans le temps et qui nous astreint à une expérience du temps, de la mémoire et de l'oubli dans des conditions spécifiques d'attention et de stabilité de la projection. Et c'est à ce titre-là que dans le corps du cinéma, j'avais émis l'hypothèse d'une sorte d'identité entre la question de l'hypnose et la question du cinéma pour essayer de construire psychologiquement le modèle de l'attention que la situation de cinéma permettait. Et qu'en revanche, il est très frappant de voir que dès qu'on se trouve dans la situation de musée, quelle que soit la façon dont on veut essayer de nous faire croire que ça serait comme au cinéma, c'est l'espace qui prend le pas sur le temps. Puisque ce à quoi on est essentiellement conduit dans une situation d'exposition, que ce soit de galerie ou de musée, c'est à une sorte de déambulation, c'est ce que Paigny appelait à l'époque une flânerie, à un passage d'une image à une autre, et que même dans si vous voulez, la difficulté de toute cette opposition, c'est qu'au fond, elle fonctionne à la fois de façon radicale, mais qu'elle est aussi constamment une question de degré. Il est évident que dans la situation de musée, ce n'est pas la même chose de se trouver dans un cube noir, devant un film, une projection pendant 50 minutes, par exemple, ou d'avoir des images en mouvement sur un multiple écran projetées dans une semi-lumière et devant lesquelles on est amené à marcher. Mais ce qui, malgré tout, différencie à jamais l'installation de la situation de cinéma, c'est que la situation de cinéma, quelles qu'aient pu être ses variables au cours de son évolution, quelques changements qu'ait pu connaître le dispositif du cinéma, quelles que soient les différentes modalités entre le cinéma des premiers temps ou le cinéma d'aujourd'hui et les différentes modalités qu'on peut avoir au niveau social, ethnographique, etc., etc., on peut définir de façon moyenne, disons, le cinéma par la constance, excusez-moi, j'ai aussi un peu la crève, la constance de son dispositif, c'est-à-dire qu'il se répète toujours à l'identique pour la différence des films. En revanche, ce qu'une installation se trouve avoir à faire, c'est à chaque fois réinventer son dispositif, qui est unique pour chaque installation. Même quand l'installation recourt à ce modèle relativement récurrent du cube noir à l'intérieur duquel on projette un film, c'est encore un choix d'installation
qui va varier d'une fois à une autre. Jamais la salle sera du même type, jamais le mode d'éclairage sera le même, jamais le... Et de toute façon, si vous voulez, vous avez remarqué comme moi à quel point il est compliqué, difficile de voir un film de 60 minutes dans une situation de galerie ou de musée. Les gens rentrent, les gens sortent, on n'a pas de quoi s'asseoir. Maintenant, on commence à mettre des sièges de plus en plus pour essayer de combattre la désertification ou le simple coup d'œil qui était donné à des films de 80... J'ai même vu, enfin je me rappelle encore à la Documenta, le film de Yan Fudong qui dure 75 minutes racontant les émois d'un jeune couple chinois projeté dans un petit cube noir sans un siège. Je n'ai vu personne rester plus de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes au grand maximum pour regarder le film de Yang Fudong qu'il prétendait ensuite avoir vu. Je veux dire, et bon, Jacques Aumont a rappelé dans un petit livre, il est paru ton livre au fait ? Ah, très bien. Qui s'appelle « Que reste-t-il du cinéma ?», qui est un livre avec lequel je me sens en parfait accord, et où il rappelait cette phrase très jolie de Didier Semin, disant qu'il était bien heureux qu'en plus on ne demande pas aux gens, en plus de rester debout, mais de rester debout sur un pied. Alors, si vous voulez, ce en quoi consiste ce livre, La querelle du dispositif, c'est d'abord d'avoir instruit avec une sorte de nécessité polémique minimum, dont j'ai en général assez peu le goût, mais qui là m'a paru indispensable, cette question de la querelle, pour envoyer dos à dos une affirmation, disons, d'un côté recentrée autour du cinéma et de l'autre toutes les multiplicités des possibilités jouant par rapport aux installations, et de ne pas cesser en même temps de montrer les liens extraordinairement complexes et continus qui n'arrêtent pas de se tresser entre les deux extrêmes, si vous voulez, du cinéma en tant que tel pris comme modèle spécifique et toutes les variables qui, à travers les installations, n'arrêtent pas de travailler plus ou moins en rapport avec le cinéma et comme si elles étaient du cinéma. Alors, pour arrêter d'être trop général, je vais vous montrer, donc, puisque j'ai la joie d'avoir quand même quelques images sous les yeux. Donc, vous avez là, je vais procéder à une petite série d'exemples, si vous voulez, que j'ai essayé de classer les dispositifs en six grandes catégories, comme ça. Hein. C'est un peu abstrait, et en même temps, ça permet de... Même s'il est si vous voulez, il est absolument impossible, on peut savoir un peu ce qu'est un spectateur de cinéma. C'est ce que dans le corps du cinéma, j'ai essayé de cerner. On peut au moins en avoir une sorte d'idée relativement cohérente, quelle que soit la variété des spectateurs et quelle que soit la variété des films. Il y a quelque chose de commun, de constant, qui tient au dispositif lui-même. Savoir ce qu'est un visiteur, un regardeur, un visiteur-spectateur d'installation me paraît une chose proprement impossible, tant la variété des dispositifs n'arrête pas de faire varier le spectateur en question. Dans une conférence qui m'avait beaucoup intéressé, qu'il avait donnée au Jeu de Paume, Elie Düring proposait au fond d'établir, repartant un peu de mon affaire de spectateur de cinéma défini par l'hypnose, de définir par opposition le visiteur d'installation par le somnambulisme. Bon, du point de vue clinique, ça ne tient pas debout, mais du point de vue de l'image que ça produit, c'est quand même extrêmement intéressant dans la mesure où l'hypnose était au fond liée à une position fixe, si vous voulez, du spectateur, alors que le somnambule, comme vous le savez, est quelqu'un qui déambule précisément, bon, et qui se promène et voit des choses en marchant. Bon. Et je trouvais du coup l'image assez forte parce que ça retrouvait cette tension dont je vous parlais avant entre le temps fixe,
quasi monomaniaque, si on peut dire, de la projection de cinéma, et le temps, par définition, éclaté en espace, au pluriel du terme, que le spectateur d'installation, le visiteur d'installation, est appelé à vivre. Bon. Et j'avais été particulièrement intéressé de ce point de vue-là par une tentative qu'avait fait Dork Zabounian dans un compte-rendu qu'il avait fait du corps du cinéma, où il essayait d'attirer le visiteur d'installation du côté d'une hypnose qui aurait pu être comparable à celle du cinéma. Chose à laquelle, en dernier lieu, je n'arrive pas à me résoudre dans la mesure où je pense que fondamentalement, la question du dispositif est absolument déterminante et centrale, et que ça n'est qu'en termes de relation de dispositif qu'on peut arriver véritablement à poser ce problème. D'où le titre et le titre de la querelle. Donc, je vais vous montrer maintenant donc, un certain nombre d'images qui étaient différentes modalités qui instaurent différentes modalités de rapport avec le cinéma, mais qui toutes ne sont que réellement un autre cinéma. On peut continuer à vouloir utiliser le terme cinéma si on en a envie, mais il me paraît par définition impropre, et je préfère déqualifier le cinéma d'installation pour pouvoir requalifier proprement le cinéma proprement dit. Donc voilà, vous avez devant les yeux deux installations de Janet Cardiff, l'une à la Biennale de Venise en 2001, qui reconstruisait un cinéma, une petite salle de cinéma. On était appelé à rentrer, 18 spectateurs étaient appelés à rentrer dans cet espace que vous voyez dans la deuxième image, en dessous. Et ils étaient munis d'écouteurs par laquelle tout l'environnement sonore de la salle devenait extraordinairement présent, le moindre grincement, le moindre mouvement d'un spectateur, etc., etc. Et dans ce cinéma, vous aviez par ailleurs en perspective, dans la petite boîte que vous voyez oblongue qui prolonge l'entrée de la mini-salle, vous aviez la projection d'un petit film dans un parfait cinéma désigné, construit comme un théâtre à l'italienne, dans lequel vous aviez une mimétique de cinéma, mais qui est une installation et pas du cinéma. Bon. À la droite, une autre installation de Janet Cardiff que je trouve presque plus intéressante, même si elle est moins spectaculaire, où vous retrouvez la même boîte à l'intérieur de laquelle cette fois vous plongez la tête en vous munissant des écouteurs qui sont disposés là, et dans laquelle vous avez une projection que vous voyez dans la deuxième image, jusqu'à ce que dans la troisième, vous ayez cette image qui montre une sorte d'image de western qui montre un feu qui commence, lequel feu va s'étendre jusqu'au point où dans les écouteurs que vous avez à ce moment-là, vous entendiez le feu se répand à l'intérieur de toute la salle et tous les spectateurs sortent en hurlant, en essayant de trouver leur chemin vers la sortie. Et vous avez, si vous voulez, dans cette image qui pourrait rappeler l'image finale de Tulane Blacktop où l'écran prend feu, vous avez une mimétique de situation réelle à partir de cette situation fictive dans laquelle vous êtes plongé en tant que spectateur unique à l'intérieur de cette boîte que vous avez sous les yeux. Donc voilà un dispositif qui ne pourrait pas exister sans le cinéma, mais qui est tout sauf du cinéma. Deuxième exemple, l'exemple de Zoe Belloff, qui est cette installation qui s'appelle The Influencing Machine of Miss Natalia A., qui est une installation qui, cette fois, convie le visiteur à s'asseoir sur la chaise que vous voyez et à se munir de lunettes qui vont permettre
à ces formes que vous voyez sur l'image qui est au sol en haut, de progressivement acquérir en relief, avec le fait que quand vous vous levez, ça se lève avec vous, quand vous vous rasseyez, ça redescend avec vous. Donc vous avez production d'un relief. Avec en sus un petit écran que vous voyez ici au milieu, sur lequel vous pouvez intervenir en pointant avec une sorte de baguette magique dont on vous dote, pour pouvoir déclencher la projection d'une trentaine de petits films de 30 secondes, dont j'ai reproduit quelques photogrammes sur la droite, qui sont des films d'archives de la fin des années 20, de films médicaux et politiques venant d'Allemagne, et dans lesquels elle a introduit un certain nombre de trucages de type technologique, jouant avec le magnétisme, l'électricité, etc., etc., et qui sont des petits films que vous déclenchez en tant que spectateur, mais vous voyez bien à quel point, à ce moment-là, vous êtes à la fois, je dirais, l'esclave et le manipulateur tout-puissant d'un dispositif dans lequel vous intervenez, qui n'a plus grand rapport, à mon sens, avec le dispositif du cinéma, qui a pour lui la force de son extraordinaire singularité. Dans ces deux cas, c'est des exemples donc de mise en rapport d'un dispositif qui construit du cinéma d'une toute autre façon que ce que le cinéma peut permettre de construire, même si bien évidemment le cinéma dans ses fictions pourrait construire quelque chose d'analogue à l'intérieur de son propre dispositif, ce qu'il ne faut jamais oublier.